Et donc, pour démarrer cette émission, Élodie Champagnat. Bonjour Élodie. Bonjour. Directrice marketing produit de Talentsoft. Absolument. Qui est maintenant racheté par Cegid. Et Eric Albert. Salut Eric. Salut. Fondateur de YouSide, spécialiste qui m'explique le management comme personne. Juste, Eric, je vais commencer avec toi. C'est une crise sans précédent qu'affronte. Parlons de ce qu'on appelle le middle management. Je ne sais pas d'ailleurs si on parle encore de middle management, quelque part entre les grands patrons et ceux qui bossent. Voilà, on va dire ça comme ça. C'est surtout une bascule extraordinaire. C'est-à-dire qu'on est en train de passer dans le 21e siècle du management. Jusqu'à présent, on était dans le 20e siècle. Là, on passe dans le 21e siècle. Et là où c'est une crise, c'est que lors des différents confinements, d'un seul coup, il y a eu cette prise de conscience de tout le monde que ça tournait. Et ils n'étaient pas là. et le truc marchait, et ils n'étaient pas là. Ah, c'est terrible. Et donc, il y a eu... Ça a créé beaucoup, d'ailleurs, pour beaucoup de questions de doutes. Et, bien sûr. Et avec des réactions un peu paradoxales, puisqu'ils se sont mis à appeler leurs collaborateurs 3, 4, 5 fois par jour et ça servait qu'à une chose. Pour continuer à exister. Oui, c'était à calmer leur propre anxiété. Parce que effectivement, le truc tournait et pire, il tournait mieux. Oui, mais alors c'est toi-même qui m'avais dit, Eric, on était en mission. Oui. Tu m'avais dit deux choses. Tu m'avais dit on était en mission, et la deuxième chose, le confinement est une addiction. Oui. Et il t'a pas échappé que depuis 3% de la population active américaine n'est pas retournée bosser. Ouais, exactement. 5 Les gars millions. ont fait une overdose. 5 millions de personnes sont parties. 3%. Oui, absolument. Alors, c'est évidemment pas un modèle durable. Voilà. Ça, on est sûr de ça, parce qu'on perd énormément de choses dans l'isolement. L'isolement, c'est intéressant parce que c'est confortable, parce qu'on n'est plus sous le regard des autres, parce qu'on n'a pas de transport, parce qu'on est dans son cocon. À condition qu'on ait les conditions de qu'on vie. ait le cocon agréable. Qu'on ait le cocon agréable. Mais ça donne plus de plaisir. On n'a plus de plaisir. C'est un confort dépressogène. Et on voit d'ailleurs la montée des troubles psychiques de façon absolument incroyable, parce que ce confort, et c'est très contre-intuitif, mais ce confort, en fait, nous fait déprimer. Et là, il y a tout un travail autour de comment est-ce qu'on retrouve quelque chose de mix, parce qu'on va pas... Ce qui est certain, c'est que le télétravail, il est installé. On l'a pour toujours. Mais il faut juste qu'on équilibre, qu'on invente quelque chose de très différent. Et notamment, on va en parler, c'est tout comment on invente quand on est au travail ensemble. Parce que maintenant, aller au travail, c'est un effort, mais ça doit être un effort hédoniste. Je dois trouver du plaisir. Élodie, oui. Donc, c'est le sujet. Absolument. Voilà. Il faut réinventer, en fait. Parce que ce que tu nous dis, Eric, c'est que les managers restent indispensables. Ils ont peut-être jamais été autant indispensables. Ils sont absolument indispensables. Donc, comment on fait ? Simplement que ça a révélé tout ça, que c'est urgent de changer leur rôle, puisque justement, ils ne sont plus ces contrôleurs qui se manifestent 4 fois par jour pour vérifier que tout est bien fait. C'est plus ce qu'on attend d'eux, ni de la direction, c'est ni ce que la direction attend d'eux, ni ce que les collaborateurs attendent. On a vu que pendant la pandémie, c'était possible en fait, de travailler sans ce chapeau très dans le contrôle, dans le management à la je sais tout, etc. Donc, c'est urgent de les transformer en fait en leader et en coach, j'allais dire. Puisque ce qu'on va attendre, et en particulier avec la pandémie, c'est qu'ils pérennisent cette autonomisation que chacun a pris. Donc ils vont être là pour fédérer. Eux, ce qu'on va attendre d'eux, c'est qu'ils créent des équipes, c'est-à-dire qu'ils sachent réunir des talents, créer des réseaux de talents qui vont savoir collaborer pour résoudre des problèmes qui sont de plus en plus complexes dans nos organisations. Donc on va les mettre à un autre niveau et on va les vouloir un peu comme, je pense, des réconciliateurs entre la stratégie de l'entreprise et puis la mise en œuvre de cette stratégie en interne. Donc des vrais coachs. Alors c'est passionnant, mais ça change tout, ça. Parce que ça aussi, tu me l'avais décrit, Eric. Le manager, assez souvent, il arrive à son poste parce qu'il a été bon dans son job. En fait, c'est un bon technicien. Un bon expert. Un bon expert. C'est pas du tout un gars qui... Non, ça change absolument tout. Et pour renforcer ce qui est dit, la question de la dynamique collective est maintenant beaucoup plus problématique.
Parce que quand on était à distance, d'une certaine façon, chacun est une unité de production individuelle, fait son truc. Et de cette façon, le manager organise un peu les interfaces un peu. Mais ça ne crée pas ni d'intelligence collective. Et il y a une étude Microsoft, chez les collaborateurs de Microsoft, sur les effets du télétravail, qui montrent que chez Microsoft, ils ont perdu toute leur créativité. À distance. Spectaculaire. Donc, c'est vachement intéressant qu'il ait publié, parce que c'est là où la différence entre Microsoft et Facebook. Et donc, c'est ce qui est vraiment ce qui est le sujet maintenant, c'est quand les gens sont là, c'est pas pour qu'ils fassent du Teams avec leurs collègues qui, eux, sont chez eux, parce que c'est double peine. Bien sûr. Donc, il faut qu'on invente un truc, et ça ne va pas de soi. D'abord, il faut que tous les gens soient ensemble en même temps. Mais moi, je suis manager, je suis un bon professionnel, mais je ne suis pas Chief Happiness Officer. C'est ça le sujet. Happiness. Je ne suis pas... C'est vraiment la question du collectif, de l'équipe, de la relation, de la créativité ensemble, de l'intelligence collective. C'est ça le sujet. Mais oui, bien sûr, c'est un nouveau métier. Là où tu as complètement raison, c'est que c'est un nouveau métier. Et même pour les gens qui étaient assez bons en management jusqu'à présent, dans lequel les gens étaient autour, on avait des réunions, ils comprenaient leurs collaborateurs. Ils les écoutaient. Donc tout ça se passait assez bien, ils étaient assez bons coachs. Ça suffit plus. Parce que, encore une fois, si je n'invente pas une façon d'être ensemble différente, parce que c'est court, on n'est plus ensemble tout le temps, on est ensemble en général 2 jours par semaine. Et quand on arrive à être ensemble 2 jours par semaine, c'est le maximum. Et là, il faut créer la relation, il faut faire que les gens s'ajustent les uns aux autres. Il y a toute cette question de la palabre, de discuter des choses pour voir comment on s'ajuste, parce que l'isolement, ça disperse. Mais chacun interprète à sa façon. Tout à fait d'accord, mais je reviens. Alors, bonne pratique, c'est quoi? C'est-à-dire, je sais pas, toi, ton cabinet, YouSite, j'imagine, est sollicité pour essayer. Il va falloir mettre au point des programmes de formation et de coaching de l'ensemble de ces gars-là. Oui, c'est ça le truc? Il y a beaucoup de programmes de leadership en fait, qui ont démarré avec cette urgence à changer le mode de management. Et c'est surtout, quand vous disiez tout à l'heure, ça change tout. Oui, ça change tout parce que, en fait, il y a des statistiques. 62% des managers ne se sentent pas accompagnés et prêts à prendre ce rôle de coach. Ça, c'est clair. Donc, c'est urgent de les aider à se transformer. Donc, oui, des programmes de leadership à mettre en œuvre très rapidement. Et on voit ça fleurir beaucoup dans les organisations désormais. Mais ils ne l'ont jamais été, de toute façon, accompagnés, non? Ça dépend. Ça dépend des entreprises. Il y a des entreprises où on a beaucoup accompagné les managers. D'accord. Et puis l'idée que le manager doit être coach est vraiment maintenant assez diffusée. Il y a eu beaucoup de formations dans les grands groupes sur ces questions-là. Mais c'est pas seulement coach. C'est encore une fois, ce qui est vraiment, c'est là où on bascule dans la business. Il faut inventer un truc. Définissons les termes. Ça veut dire quoi, coach? Coach, ça veut dire je suis capable d'accompagner le travail de chacun de mes collaborateurs, c'est ça? Et de le développer. Et de lui permettre de progresser. Donc c'est d'accompagner, de le développer, de lui permettre de progresser et progressivement de lui donner de plus en plus de responsabilités. C'est vraiment ça. C'est au lieu d'être celui qui décide et qui distribue, je suis celui qui accompagne et qui fait monter. C'est passionnant. Je soulève, j'appuie pas, je soulève. Donc, pour le dos, c'est plus dur. Mais, c'est vraiment ça l'idée. Donc, le coach, c'est ça. Et puis, pardon, si je peux me permettre, c'est aussi celui qui aligne. C'est-à-dire, oui, il va soulever l'ensemble de l'équipe, développer, faire progresser, entendre les aspirations de chacun et les amener vers leur prochaine étape, mais toujours en alignant ça avec les enjeux stratégiques de l'entreprise. C'est pour ça que je parlais d'un réconciliateur tout à l'heure, parce que cette notion d'alignement, elle est très forte, je pense. Et tout ça dans un contexte d'accélération de l'ensemble des business. Alors, porté par la digitalisation, mais la digitalisation amène un renouvellement complet de l'offre et donc même un renouvellement complet des business.
Oui, puis surtout, je pense une obsolescence très forte des compétences. C'est très rapide. Hein. Il y a une étude de l'OCDE qui dit que dans les années fin 90, c'était 30 ans, la durée d'une compétence. Aujourd'hui, on est sur 18 mois. Ouais. Donc, c'est un enjeu énorme. Il parle alors, j'ai jamais compris pourquoi, la demi-vie des compétences. Hein, c'est ça, à chaque fois, le terme exact, c'est la demi-vie des compétences. Je ne sais pas pourquoi. Enfin, voilà, oui, c'était... Donc, c'est un contexte avec des transformations tellement importantes au niveau des métiers, au niveau des compétences requises. Il y en a, pour la grande partie, on ne les connaît pas, ces compétences de demain. On ne les connaît pas, ces emplois de demain. Donc, le manager, lui, là, il a un enjeu très fort. Il navigue dans l'incertitude au même titre que ses dirigeants, au même titre que ses collaborateurs. Et ce qui peut le sauver, c'est un petit peu, j'allais parler des soft skills, les compétences plutôt cognitives, comportementales, de savoir-être, pour encourager son équipe à s'adapter, apprendre à apprendre des nouvelles choses, aussi à désapprendre ce qui ne va plus marcher très rapidement et avoir beaucoup d'empathie avec eux. Donc des qualités qui ne sont pas techniques ni expertes. Et à faire qu'entre eux, tout ça se passe. C'est pas seulement, c'est ça qui est très important, hein, c'est qu'on n'est plus du tout dans un modèle dans lequel le manager transmet, le manager accompagne. Il faut qu'il accompagne les uns et les autres, bien sûr, mais il doit faire en sorte que les uns et les autres s'accompagnent mutuellement. Et quand on est ensemble, on est là pour soutenir. On est là pour être en soutien les uns des autres. Et c'est là où le travail, c'est pas seulement produire de l'expertise. Quand vous venez au travail, ce qu'on attend de toi, c'est que tu sois de bonne humeur, c'est que tu mettes de l'ambiance, c'est que tu aies des idées, c'est que tu rebondisses sur les idées des autres, c'est que tu transmettes ton savoir à tes collègues, que tu passes de l'information, que tu contribues. Toutes choses que tu ne peux pas faire si tu n'es pas présent. Éric, mais ils vont se barrer, les gars, en fait. C'est-à-dire ce que vous décrivez là, pour moi qui suis un manager à l'ancienne, et puis ça va, j'ai de la chance, j'ai plus trop d'années à tirer, donc voilà, il y a des moments où t'es ravi d'être vieux quand même. Mais ils vont dire, mais laissez tomber, mais je veux pas faire ça, moi je suis incapable de faire ça. Enfin, tu comprends. Moi je pense que c'est exactement le contraire. Aux États-Unis, de la grande démission. Moi je pense que c'est exactement le contraire. Je pense que oui, il y a, comme toujours, on va avoir la courbe de Gauss, mais on va avoir certains qui vont décrocher. Mais en même temps, c'est incroyablement plus amusant. C'est beaucoup plus stimulant. Tu vois bien que mais je sais rien, je fais plus mon métier, tu comprends? Si je suis, je suis un expert de ce métier, c'est ça qui m'a propulsé au poste de manager. Et là, ce que vous décrivez laisse de côté, mais complètement de côté, tous les aspects techniques de mon métier qui m'enthousiasment quand même. Oui, mais Pardon. Oui, tout à fait. En fait, c'est juste que ce qui va beaucoup changer, c'est que désormais, ce ne sont plus les experts qui vont devenir les managers. D'accord, mais ils le sont là, si tu veux. Voilà. Tu vois, c'est toujours le problème. Il y a un switch à faire, quoi, quand même. En fait, tout l'enjeu pour une organisation, c'est justement de détecter qui est un expert et comment on va utiliser cette expertise pour qu'il soit dans la formation plutôt technique du métier, etc. Ouais. Et qui va être un manager avec les nouveaux enjeux dont on a besoin. Ouais, et qui a finalement une casquette presque plus RH parfois que de manager technique. Donc la place des experts, elle est primordiale. C'est juste qu'elle n'est plus nécessairement dans l'encadrement hiérarchique d'une équipe. Et je dirais que quand même, faut quand même, quand tu es manager, il faut quand même comprendre le business dans lequel tu es quand même. Hein. Oui, il vaut mieux. Tu me rassures un peu. C'est quand même mieux. Ton expertise, elle n'est pas complètement inutile, même s'il faut la remettre à jour tous les 18 mois. Évidemment, elle est évidemment utile, mais un bon manager est évidemment quelqu'un qui a des experts meilleurs que lui. Oui, tout à fait. S'il n'a pas des experts meilleurs que lui, il faut s'inquiéter, il risque de devenir contremaître. Et le modèle, alors moi je parle de modèle Amazon parce que c'est avec eux que je l'ai découvert, le modèle d'Alvéole, 6 personnes qui travaillent ensemble, groupées sur un sujet, qui sont vraiment en totale autonomie jusqu'au bout, très très peu en fait managés, jusqu'à l'aboutissement du projet, etc. C'est le genre de modèle qui peut s'imposer effectivement, c'est-à-dire on est vraiment sur des équipes qui se font confiance, exactement comme tu le décrivais. Moi, je ne crois pas une seconde qu'on va avoir un modèle. Ouais, c'est ça. Tu vois, je pense que l'idée qu'il y aurait un modèle qui va matcher partout, ça n'existe pas. C'est un modèle, puis il va en avoir plein d'autres. Et puis tu vas encore trouver des modèles à l'ancienne qui vont avoir leur demi-vie, qui continuent à descendre, mais qui vont durer encore pendant des années. Donc, je pense que c'est là où c'est passionnant, c'est qu'on est en train d'inventer des trucs. Ah, mais c'est dingue. Et tu vois, j'étais ce matin avec justement toute une série de managers sur ces sujets-là, et ils étaient un peu à la fois inquiets parce qu'il n'y a pas de solution toute faite. Justement, alors ils me disaient, mais c'est quoi le modèle? C'est la question. Non. Voilà, il y en a. Non.
Le modèle, c'est qu'il n'y a pas de modèle. Il n'y a pas de modèle. Mais en revanche, ce qui est certain, c'est que quand tu prends l'équipe, tu la fais réfléchir, tu leur dis, quand on est ensemble, qu'est-ce qui va nous rendre efficaces? Comment il faut qu'on organise les choses? Les équipes trouvent. Et du coup, elles sont impliquées, et du coup, elles ont envie de venir. C'est ça aussi, c'est que à la fin, ce qui est vraiment intéressant, c'est que le lieu de travail doit être un lieu de plaisir. Et s'il n'y a pas ça, les gens ne viendront plus. Hein. Élodie, j'aurais une question finale pour toi, Bien Eric. sûr. Là-dessus, on a parmi nos clients des organisations qui travaillent du coup beaucoup plus sur la dimension du projet ou de la mission par rapport au poste avant. Exactement. Donc ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure, on va définir une mission qui va être généralement générée par un problème important à résoudre, et on va réunir, comme vous dites, une équipe, alors avec des experts, avec différentes complémentarités, diversité dans les profils et dans les compétences. Et cette équipe, oui, elle est capable de craquer, j'allais dire, des choses très difficiles à résoudre. Mais on les laisse bosser. La grande différence, on les laisse bosser. Les gars, vous êtes responsables. Et que leur synergie fait que... Et dernière question, je ne sais pas si tu as vu ça, c'est sondage LinkedIn cette fois-ci, le biais de proximité. C'est-à-dire, plus de 50% des salariés sont persuadés que d'aller au bureau, ça favorisera leur carrière. En gros, c'est loin des yeux, loin du cœur. Et ça va être peut-être un moteur pour y retourner. C'est si je reste trop loin du manager ou du patron trop longtemps, ça va me porter préjudice. Jusqu'où est-ce que c'est un biais? On peut se poser la question. Parce que ce qui est vrai, c'est que on fait tous l'expérience. Quand on est au bureau et qu'on a des gens autour de nous, naturellement, on va leur proposer des choses et bosser avec eux. Mais le loin des yeux, loin du cœur, il existe. Il existe. S'ils sont pas, je peux avoir des gens très très bons, mais s'ils sont pas là, on les appeler, machin. Non. Et là, il y a quelqu'un qui est là. Tiens, je sors d'un truc. Je viens d'avoir un client. Hop, je lui en parle. Et de fait, le biais de proximité, je ne sais pas jusqu'où c'est un biais. Merci Eric. Merci. Élodie, tu restes avec nous et on continue Bismart.